Le colbertisme est un système économique et politique mis en place en France au XVIIe siècle sous Louis XIV dont le règne a duré de 1643 à 1715. Il tient son nom de Jean-Baptiste Colbert, le ministre des Finances de l'époque. Le colbertisme est donc la doctrine de Colbert. Ce modèle, également connu sous le nom de mercantilisme français, visait à renforcer la puissance économique et politique de la France en centralisant le pouvoir et en favorisant le développement de l'industrie et du commerce. Cette vidéo est consacrée à une analyse du colbertisme. Mais avant tout, découvrons qui était Jean-Baptiste Colbert. Jean-Baptiste Colbert est né le 29 août 1619 dans la ville de Reims, dans une famille bourgeoise. Il a étudié au collège des Jésuites de Reims, où il a acquis des connaissances en droit et en sciences. Ses compétences et son zèle l'ont amené à travailler pour le cardinal Mazarin, principal ministre de Louis XIV. Colbert a attiré l'attention du jeune Louis XIV par son efficacité dans la gestion des affaires financières pendant la période troublée de la Fronde, 1648 à 1653. Cette période est souvent associée à l'idée de mercantilisme et à la centralisation du pouvoir économique entre les mains de l'État. Mais, pour les peuples colonisés, Colbert était synonyme de durcissement de leurs conditions. Le contexte historique du colbertisme est celui du règne de Louis XIV qui a duré de 1643 à 1715. C'est d'abord la période de la Fronde. La Fronde est une période complexe et troublée de l'histoire de la France qui s'est déroulée entre 1648 et 1653. Elle a été marquée par des conflits politiques, sociaux et économiques, ainsi que par des luttes de pouvoir au sein de la monarchie. La Fronde a été précédée par une série de crises économiques, sociales et politiques en France. Des problèmes tels que la dette croissante de l'État, la pression fiscale élevée, les conflits sociaux et les rivalités politiques ont contribué à la montée des tensions. On distingue généralement deux phases de la Fronde. La première phase était la Fronde parlementaire, 1648 à 1649. Elle a été déclenchée par la résistance des cours de justice à certaines politiques fiscales du cardinal Mazarin, le ministre des Finances, œuvrant au nom du jeune roi Louis XIV. Les cours s'opposaient aux nouvelles taxes et à l'emprisonnement d'un membre du Parlement. Cette phase a été caractérisée par des émeutes, des barricades et des négociations. La seconde phase était la Fronde des Princes, 1650 à 1653. En effet, certains membres de la noblesse, les princes, ont rejoint le mouvement pour défendre leurs intérêts et contester la centralisation du pouvoir royal. Cette phase a impliqué des alliances complexes, des retournements d'allégeance et des conflits militaires. Plusieurs personnalités ont joué des rôles importants pendant la Fronde, notamment la reine régente Anne d'Autriche, le jeune roi Louis XIV, le cardinal Mazarin, des membres des parlements, des nobles, et des figures militaires comme le prince de Condé et le duc de Turenne. La Fronde a eu des conséquences significatives. Les tensions entre les pouvoirs monarchiques et les élites parlementaires et nobiliaires ont atteint un point culminant.
Elle a renforcé le pouvoir monarchique de Louis XIV, à long terme, en renforçant sa détermination à affirmer l'autorité royale. Cependant, elle a également laissé des cicatrices profondes dans la société française et a contribué à la méfiance envers l'absolutisme. Le XVIIe siècle est également celui pendant lequel la France a connu plusieurs crises économiques qui ont eu un impact significatif sur la population et la stabilité du royaume. En effet, la France a été impliquée dans plusieurs guerres coûteuses au cours du XVIIe siècle, dont la guerre de 30 ans, 1618 à 1648, et les guerres de Louis XIV, telles que la guerre de Dévolution, 1667 à 1668, et la guerre de Hollande, 1672 à 1678. Ces conflits ont entraîné d'importantes dépenses militaires, contribuant à une forte pression économique. Au XVIIe siècle, la France a connu plusieurs périodes de famine, notamment dans les années 1620, 1640 et 1690. Ces famines ont été causées par divers facteurs, tels que des conditions climatiques défavorables, des mauvaises récoltes et des problèmes de distribution alimentaire. Les dépenses excessives de Louis XIV pour financer ces guerres ont conduit à un endettement considérable du royaume. Les coûts élevés des opérations militaires et la construction du château de Versailles ont contribué à creuser les finances publiques. Les périodes de crise économique ont souvent été accompagnées de troubles sociaux. Des révoltes populaires et des soulèvements ont éclaté dans certaines régions, témoignant du mécontentement croissant de la population face aux difficultés économiques. De plus, la population française a été soumise à une pression fiscale importante pour financer les activités du royaume. Les impôts et les corvées imposées aux paysans et aux classes laborieuses ont contribué à l'agitation sociale. Les difficultés économiques ont également été influencées par des problèmes dans le secteur commercial. La concurrence avec d'autres nations européennes, les restrictions commerciales et les conflits avec les puissances maritimes ont nui au commerce extérieur de la France. En somme, la crise économique au XVIIe siècle en France a été le résultat de divers facteurs, notamment les conflits militaires coûteux, les problèmes climatiques, les tensions sociales et la gestion financière contestée. Ces défis ont eu des répercussions importantes sur la vie quotidienne des citoyens et ont contribué à façonner le paysage politique et économique de l'époque. C'est dans ce contexte que Jean-Baptiste Colbert a décidé de rendre le système colonial français plus rentable pour son pays. C'est le colbertisme. Le colbertisme était fondé sur les principes du mercantilisme. Du ministre des Finances, Jean-Baptiste Colbert. Il est important de noter que le terme « Code Colbert » est plus informel que celui de certains codes juridiques modernes, mais il est utilisé pour décrire l'ensemble des politiques économiques mises en œuvre à cette époque. Le principe fondamental du Code Colbert était de promouvoir la puissance économique de la France en renforçant son commerce, son industrie et sa marine marchande. Voici quelques éléments clés du Code Colbert qui reflètent l'idée que les colonies étaient créées pour le bénéfice de la métropole. Le premier grand principe était celui qui prévoyait pour la métropole le monopole commercial.
En effet, le Code Colbert établissait un système de monopole commercial où seules les entreprises françaises avaient le droit de commercer avec les colonies. Cela visait à garantir que les bénéfices du commerce colonial reviennent exclusivement à la France. Le deuxième grand principe voulait que les navires qui faisaient le commerce avec les colonies devaient être de fabrication française et équipés avec des marins français. Cela contribuait à stimuler l'industrie navale et à protéger les intérêts économiques de la France. Ensuite, le Code Colbert imposait un contrôle strict sur divers secteurs de l'économie, y compris les colonies, afin d'assurer que les ressources et les richesses soient exploitées au profit de la France. Cela incluait la régulation des prix, des salaires et des activités commerciales. L'un des grands principes du colbertisme était de favoriser les investissements dans les infrastructures. En effet, Colbert a encouragé les investissements dans les infrastructures, y compris la construction de canaux et de routes, pour faciliter les échanges commerciaux et renforcer la puissance économique de la France. Tout cela avait pour but de faire la promotion de l'industrie nationale. Des politiques ont été mises en place pour favoriser le développement de l'industrie nationale en offrant des incitations financières et des protections contre la concurrence étrangère. Ces politiques étaient conçues pour maximiser les avantages économiques de la France, mais elles ont souvent conduit à une exploitation économique sévère des colonies, notamment dans le contexte de l'esclavage et de l'exploitation des ressources naturelles. Ce système économique a contribué à la construction de la puissance économique de la France, mais il a également eu des conséquences dévastatrices pour les populations colonisées. Par exemple, la colonie devait vendre exclusivement à la métropole qui elle pouvait revendre ses produits plus chers sur le marché mondial et faire un bénéfice sur ce travail colonial. La colonie ne pouvait pas raffiner le sucre. Tout était vendu de manière brute et aucun transfert de technologie était possible dans la colonie. Il en résulta un modèle économique axé sur l'exportation de produits agricoles, en particulier le sucre. Ce qui a laissé Saint-Domingue vulnérable aux fluctuations du marché mondial. Enfin, l'orientation de l'économie vers la satisfaction des besoins de la métropole a créé une dépendance économique à l'égard de la France. Le colbertisme a eu des implications significatives pour les colonies françaises, dont Saint-Domingue, l'actuel Haïti. On dénombre 5 grandes conséquences du colbertisme sur la société domingoise. La première conséquence du colbertisme à Saint-Domingue était la révolution de la canne qui a conduit à la généralisation de l'économie coloniale. Le colbertisme a permis la généralisation des plantations et la monoculture sucrière. Saint-Domingue a connu un essor important dans le secteur agricole, avec un accent particulier sur la monoculture. Les colons ont été encouragés à établir des plantations de canne à sucre, stimulées par la demande croissante en sucre en Europe. La colonie est donc passée de la multiculture de subsistance à la monoculture destinée à la métropole. La deuxième conséquence du colbertisme à Saint-Domingue était l'adoption du Code noir et la généralisation de l'esclavage. En effet, le modèle de Colbert reposait fortement sur l'utilisation de la main-d'œuvre esclave. Saint-Domingue est devenue l'une des principales destinations du commerce triangulaire, où des milliers d'Africains réduits en esclaves ont été importés pour travailler dans les plantations. Le Code noir, une série de lois discriminatoires et oppressives, promulguée en 1685 sous Louis XIV, régissait le système esclavagiste dans les colonies françaises, notamment à Saint-Domingue. Il comprenait plusieurs articles qui réglementaient les relations entre les colons et les esclaves. La troisième conséquence du colbertisme à Saint-Domingue était l'interventionnisme de l'État colonial et le développement des monopoles. En effet, on assiste alors à une tendance à la régulation commerciale à outrance de l'économie coloniale. Le colbertisme a introduit des mesures protectionnistes pour favoriser le commerce avec la métropole. Des monopoles ont été établis pour contrôler certaines industries, garantissant ainsi des bénéfices à la France. Les politiques économiques ont été conçues pour promouvoir les intérêts de la France métropolitaine, même au détriment des colonies. Saint-Domingue était principalement considéré comme une source de richesse pour la métropole. La quatrième conséquence du colbertisme à Saint-Domingue était les impacts sociaux. En effet, on assiste à Saint-Domingue au renforcement d'un système de caste, avec une division sociale rigide entre les colons blancs, les gens de couleur libre et les esclaves. Au sein des Blancs, on a assisté à une nouvelle nomenclature entre les propriétaires et les non-propriétaires. Les lois discriminatoires ont été renforcées pour maintenir l'ordre social établi. Ainsi,
La catégorisation sociale s'était faite sur base du critère de la race. Ainsi, on avait la caste des Blancs, des Affranchis et des Noirs. Mais il y avait aussi une catégorisation faite en fonction de la possession des moyens de production. On obtenait des classes sociales de Blancs propriétaires et de Blancs non propriétaires, des Affranchis propriétaires ou non, des Noirs libres, propriétaires et les esclaves. On avait donc une stratification de classes et une de caste. La cinquième conséquence du colbertisme à Saint-Domingue était la généralisation de la violence. En effet, le système de Saint-Domingue était particulièrement violent. Les conditions brutales de l'esclavage conduisaient souvent à des révoltes et des soulèvements. Bien que réprimés, ces résistances ont contribué à façonner l'histoire sociale de Saint-Domingue. Des mécanismes de résistance vont donc se mettre en place dès le début du système. Déjà, dès la traversée, les esclaves se sont mis en situation de révolte. Les inégalités sociales et économiques générées par le colbertisme ont contribué aux tensions qui ont éclaté plus tard sous la forme de la révolution haïtienne au tournant du XIXe siècle. Le colbertisme, en tant que système économique, présente un paradoxe brutal qui continue à susciter réflexion et débat. D'un côté, il incarne une forme de modernité en établissant les bases de l'économie de développement moderne, tandis que de l'autre, il repose sur un système inhumain d'exploitation de l'homme par l'homme. L'héritage complexe du colbertisme soulève des questions cruciales sur la manière dont nous concevons le progrès économique et social. Comment éviter le retour à un système aussi dangereux pour l'être humain? Comment garantir que chaque individu soit considéré comme un être humain à part entière, avec des droits inaliénables et une dignité intrinsèque? Le défi pour ce siècle, marqué par des enjeux tels que la guerre et l'horreur, réside dans la recherche de solutions éthiques et humaines. Il nécessite une réflexion profonde sur la manière dont nous structurons nos sociétés, nos économies et nos institutions. Promouvoir la justice sociale, les droits de l'homme et l'égalité devraient être au cœur de cette démarche. Pour éviter les dérives inhumaines du passé, il est impératif d'adopter des modèles économiques qui intègrent une perspective éthique et durable. L'histoire du colbertisme nous rappelle la nécessité d'une vigilance constante face aux abus de pouvoir et à l'exploitation. En embrassant une vision éclairée de la modernité, nous pouvons forger un avenir où chaque individu est reconnu, respecté et valorisé. C'est le défi moral et intellectuel qui se pose à notre époque, et la réponse à ces questions déterminera la trajectoire de notre monde pour les générations à venir. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration historique sur notre chaîne Haïti, Culture et Perspectives. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé sur d'autres chapitres fascinants de l'histoire et de la culture haïtienne.